Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de regarder cette visio du Snadeos CFTC consacrée au sujet des proches aidants. Je suis Benoît Volkov, président du Snadeos et sous-directeur de la CEPAM de la Savoie. À mes côtés, Anne. Donc, Anne Ogmar, je suis pour cette négociation sur les proches aidants, chef de file pour ce point. Et je suis également trésorière du SNADEOS et j'étais donc sous-directeur pour la caisse primaire de Tours sur toutes les ressources. Et donc, tout ce qui était RH, paye, plus informatique, logistique et tout ça, mais donc au cœur de la situation. Alors, au cours de cette visio, nous allons vous présenter les résultats de l'enquête proches aidants que nous avons lancée auprès des agents de direction au printemps dernier, avant le démarrage de la négociation du prochain accord aidant à Lucans. Et vous verrez qu'à la fois, on va vous présenter les résultats de cette enquête, on va vous détailler aussi les propositions que le SNADEOS fera à l'occasion de cette négociation. Et puis, on vous informera déjà du démarrage de cette négociation qui a déjà eu lieu depuis le 2 septembre. Ce sera l'occasion après de vous présenter d'ailleurs aussi le nouveau site internet du SNADEOS. Alors, en préambule, avant de regarder plus détaillé les résultats de l'enquête, pourquoi est-ce que le SNADEO CFTC s'est intéressé à ce sujet du proche aidant? Alors, la question de la conciliation vie personnelle et vie professionnelle est un enjeu majeur pour le bien-être au travail, auquel le SNADEO CFTC est profondément attaché. Il est important de limiter au maximum les impacts négatifs que les aléas de la vie personnelle ou familiale peuvent avoir sur la vie professionnelle et l'évolution professionnelle. De la même façon, il est également important que les contraintes professionnelles, notamment inhérentes à la fonction d'agent de direction, ne nuisent pas à la nécessaire souplesse et portent préjudice à la vie personnelle. Question des aidants est une question qui devient de plus en plus importante. Vous le verrez lors de cette étude, et les agents de direction ne sont pas étrangers à cela. Ils sont concernés avec une particularité. Ils disposent certes d'une autonomie dans leur organisation du travail, et on pourrait penser que cela est un élément facilitateur. Mais en même temps, les exigences et les contraintes de leur fonction nuisent à la souplesse et je dirais à la liberté qu'ils peuvent avoir pour s'occuper d'un proche aidant, qu'il s'agisse d'un parent qui vieillit, d'un enfant qui est en situation de handicap ou d'un conjoint qui est malade. C'est la raison pour laquelle le SNADEO CFTC, avant que ne démarre la négociation à Lucans en septembre, a souhaité interroger les agents de direction qu'il représente et qu'il défend sur ce sujet pour avoir à la fois une connaissance de la situation des agents de direction au regard de l'aidance, comment vivent-ils lorsqu'ils sont concernés cette situation, comment l'aperçoivent-ils également quand ils ne la vivent pas mais qu'ils pensent la vivre prochainement, comment mesurent-ils, évaluent-ils la satisfaction, l'utilité, l'information des dispositifs proposés par Lucans dans le cadre de l'actuel accord aidant. Et comment évalue-t-il également la pertinence des propositions que le SNADEO CFTC pourra formuler lors de cette négociation? Ce sont tous ces points que nous allons voir ensemble à l'occasion de cette restitution. Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur cette enquête qui a duré de mi-mai à mi-juillet pendant 65 jours, 90 questions qui étaient posées, qui étaient variables selon la situation des répondants. Une enquête et c'est la donnée de base, il faut savoir que d'ici 5 ans, un salarié sur 4 sera concerné par la situation de l'aidance. Cette enquête, en tout cas, lancée auprès des agents de direction, est suffisamment représentative pour qu'on puisse, en tout cas, en tirer un certain nombre d'enseignements, puisque c'est presque un agent de direction sur 10, vous voyez, 170 agents de direction qui ont répondu à cette enquête. Je laisse Anne nous présenter le profil des répondants.
Tout à fait. Alors, en l'occurrence, c'est d'autant plus représentatif que l'ensemble des branches, la nature des caisses et la nature des missions auxquelles les agents de direction qui ont répondu appartiennent sont représentatifs du fonctionnement de la sécurité sociale. Alors, il y a un tout petit bémol qui est une légère sous-représentation des sous-directeurs et une légère surreprésentation des directeurs comptables et financiers, mais ça ne change pas la véracité et la représentativité de l'étude que nous avons menée. Donc, évidemment, pas évidemment, non, mais les ADD répondants sont majoritairement en couple et très majoritairement parents. Et on voit, tu peux avancer, que par contre, il y en a déjà 36% qui se considèrent comme aidants. Alors, on peut considérer peut-être que parmi les répondants, ils sont un peu plus surreprésentés parce que très, très présents et très investis forcément sur cette situation. Néanmoins, on est déjà au-delà des 25% attendus. Et c'est un point important. Ça veut dire que vous vous reconnaissez déjà avec une plus grande capacité peut-être que la population générale en situation d'aidance. Alors, sur les aidés en situation de proche aidant, ça représente grosso modo une soixantaine de nos répondants, hein. La majorité d'entre eux gèrent, et par bonheur pour eux, une seule personne, mais près d'un tiers en gère deux, voire quatre. Et évidemment, c'est majoritairement des aïeux qui sont aidés, mais il y a également des enfants et des conjoints, soit en situation de maladie, soit en situation de handicap, en lien avec un accident de la vie ou un problème à la naissance. L'aide apportée, elle est évidemment sur la gestion administrative, c'est normal, ce sont des choses qu'on peut gérer à distance et qui sont plus compliquées, en l'occurrence pour des personnes en état de vieillissement et de perte d'autonomie. Sur l'aide à la santé et l'aide à la vie quotidienne, il y a deux pans qui peuvent être différents. L'un qui se passe véritablement à domicile, c'est-à-dire la préparation des repas ou la prise des médicaments. En revanche, il y a des choses aussi qui peuvent se gérer au coup par coup ou différemment. C'est prendre des rendez-vous médicaux, c'est accompagner lors des rendez-vous médicaux, c'est l'entretien du linge qui peut se faire hebdomadairement. Et donc forcément, l'aide, elle reste importante. Et ceci apparaît d'autant plus que il y a une véritable répartition de la fréquence d'aide apportée. Alors, il y a des petites différences, mais on est pratiquement à trois tiers. Un tiers en aide ponctuelle, un tiers en aide uniquement le week-end, donc c'est hebdomadaire, et une aide quotidienne. Et le volume horaire reste très élevé d'aide. On est à plus d'une heure largement pour l'aide quotidienne et ça peut aller jusqu'à plus de 3 heures quand même pour 11% de ceux qui donnent une aide quotidienne. Et lorsque l'aide est ponctuelle, elle est aussi au-delà d'une heure et elle est aussi très importante en plus de 3 heures. Et ceci est en plus euh, du temps qu'il faut pour se rendre chez l'aidé. Et le temps pour se rendre chez l'aidé, là, on était sur un temps de trajet aller simple. Ça signifie aujourd'hui que pour 61 personnes, 61% des répondants en situation d'aidance, ils mettent plus de 1 heure aller-retour, et voire beaucoup plus, pour se rendre chez l'aidé et faire leur mission d'aidant. Et évidemment, et c'est légitime, hein, l'impact qui est perçu par l'aidant sur sa vie professionnelle et sur sa carrière est important. On a 59% qui considèrent qu'il y a un impact et ceci marque une inquiétude. Alors, les conséquences, et ça vient, c'est d'autant plus important qu'on est aussi dans l'année de la santé mentale et que quand on parle de fatigue physique ou mentale, de stress et d'anxiété accrue, et de difficultés à concilier les horaires, ça montre la charge mentale, ça montre aussi la difficulté physique à mener tout de front. Et ce sont des points extrêmement importants auxquels nous sommes extrêmement attentifs parce que là, on n'est pas sur un équilibre, on est sur le maintien même de la santé de l'aidant, dont on sait que souvent elle est dégradée en raison de sa grande présence et de sa grande implication auprès de l'aidé. Et par contre, cette inquiétude vient donc elle est exprimée aussi par les ADD non aidants, n'est-ce pas, Benoît? Oui, tout à fait. Vous avez vu effectivement que on a deux tiers des ADD qui ne sont pas encore aidants, mais c'est pas pour autant qu'ils ne s'intéressent pas au sujet. Euh, 9 ADD sur 10 se sentent concernés par ce sujet.
et voient que dans un plus ou moins proche avenir, ils seront concernés par l'aide d'un proche. Alors, quelle aide? Bah, on a à peu près les mêmes chiffres, hein, principalement un aïeul, donc ça peut être un parent, un grand-parent, mais éventuellement aussi un conjoint. L'aide envisagée correspond aussi à celle que les ADD aidants bénéficient, hein. C'est principalement un accompagnement sur les formalités, démarches administratives liées à l'aidance, l'accompagnement, l'aide à la vie quotidienne, hein, sur des aspects très pratico-pratiques, et l'accompagnement, bien sûr, sur les soins et la santé, sans compter aussi la compagnie pour que les personnes aidées ne soient pas isolées. La distance géographique a un impact, hein, pour 86% des ADD, ce qui n'est pas forcément surprenant car souvent les agents de direction exercent leur fonction à des kilomètres, si je puis dire, de leurs proches et surtout de leurs parents. Alors, c'est une inquiétude, le fait de devenir aidant pour 7 agents de direction sur 10. Et cette inquiétude est d'autant plus importante qu'ils pensent qu'elle aura un impact négatif sur leur vie professionnelle, vous voyez, pour 80% d'entre eux. Alors, quels sont les impacts? Bah, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a pu voir pour ceux qui vivent déjà cette situation des dents, hein. C'est-à-dire principalement de la fatigue, fatigue physique, fatigue mentale, la difficulté de concilier les horaires, les impératifs, le stress, l'anxiété. Ce sont on va dire les trois éléments majeurs, ce qui renvoie bien à cette notion de santé au travail et de lutter également contre la désinsertion professionnelle. Donc, ce sont vraiment des enjeux majeurs. Les dents, ce n'est pas un sujet isolé. Ces répercussions peuvent aller assez loin. À partir de là, quels sont les types de soutien qui pourraient être nécessaires, qui seraient utiles? On voit surtout une flexibilité au niveau des horaires de travail, une meilleure formation ou information sur les droits et les ressources d'un aidant, et également un accompagnement sur les actions administratives. Ce sont les trois axes majeurs qui sont prévus pour les agents de direction, en tout cas qu'ils souhaitent. La sensibilisation de l'employeur, est-ce qu'elle est jugée satisfaisante? Bah, malheureusement, non. À ce stade, pour les ADD qui ne sont pas encore en proche aidant, ils estiment que seulement un quart des ADD estiment avoir une sensibilisation suffisante de la part de leur employeur. Alors, quand on parle d'employeur, ça peut être aussi bien l'UCANSS, les caisses nationales que les organismes locaux. Voilà, donc il y a aussi un axe d'amélioration. Alors, Anne, nous avons un dispositif UCANSS qui existe depuis 2021. Comment est-il utilisé par les ADD? Alors, il est très peu utilisé et très mal connu. Je vais le dire de façon assez générale parce que vous aurez accès aux chiffres. En fait, il y a un véritable déficit de communication et de connaissance de l'ensemble du dispositif. Quand il est connu, c'est de manière très large, mais avec aucun niveau de finesse permettant de répondre à ce qu'il offre. Euh, et tu peux changer de slide. Et donc derrière, voilà, on a des niveaux de connaissances très limités. Et par contre, pour ceux qui ont une connaissance, effectivement, ils considèrent que le protocole d'accord actuel a déjà des dispositifs plutôt satisfaisants. euh, et c'est vrai, en plus, c'était un protocole d'accord assez ambitieux, plutôt novateur, mais qui est passé en grande partie à côté de sa cible. Euh, mais d'ailleurs, ce qui apparaît, c'est que les agents de direction estiment aujourd'hui qu'il est indispensable de mettre en place des aides et des aménagements pour les agents de direction en situation d'aidance. Et donc, quand on rentre plus dans le détail, pardon. Alors, pour ce qui est des ADD qui sont déjà en situation d'aidance, eux ont répondu d'une façon assez spécifique, puisque normalement, ils avaient l'occasion de se servir du protocole. Donc, sur la plateforme numérique, on se rend compte que non seulement elle n'est pas utilisée, mais il y a quand même plus d'un quart des ADD aidants qui ne savaient même pas que ça existait. Donc là, des gens qui recherchent des informations avaient recours potentiel à la plateforme n'ont pas pu le faire parce qu'ils ignoraient son existence. De même pour la cellule d'écoute, alors là, c'est 35% qui ignoraient son existence et on peut peut-être le regretter parce que la rare personne ou les quelques rares qui l'ont utilisé l'ont trouvé utile.
Donc c'est vraiment dommage parce qu'a priori, c'était un service intéressant. Sur l'autodiagnostic, là, on est passé complètement à côté de la cible. Je vous explique, l'autodiagnostic, c'est ce qui permet de prendre conscience du fait qu'on est aidant. Or, là, on a interviewé les ADD aidants, donc ils connaissent déjà leur situation, qui n'ont donc pas besoin de faire cet autodiagnostic, ils le savent déjà. Or, les personnes qui auraient pu être intéressées ou pour lesquelles il y a une difficulté à se rendre compte qu'on est devenu aidant. Parce que l'aidance, elle est différente du coup de main familial ou amical qu'on rend. Le coup de main, il est ponctuel, très ponctuel, c'est un moment, voilà. L'aidance, c'est rentrer dans un fonctionnement avec son proche, quelle que soit la nature de la relation, qui est d'une autre nature. On fait à la place d'eux. On, on apporte une aide concrète, immédiate, liée à une perte d'autonomie. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier et c'est très dur pour un parent de penser qu'il est en mode aidance de son enfant parce qu'il considère juste rendre le rôle de parent, enfin tenir son rôle, et de même pour un enfant qui s'occupe de ses parents et qui pense bah, c'est juste la juste nature des choses et du rendu, et non. Et derrière, bah, on se retrouve avec une utilisation du panier de services qui n'est pas très bonne. Et là, c'est d'autant plus dommage que les gens donc, y avaient légitimement accès, puisqu'ils sont déjà aidants, et qu'il y en a 45%, près de la moitié, qui ne savaient pas que ça existait. Et l'autre moitié ne savait pas, enfin, ne l'a pas utilisé parce que ça ne correspondait pas à ses besoins. Et ça, c'est particulièrement dommage. Ça veut dire que ça passe à côté, là aussi, des besoins des aidants et que ça n'a pas été suffisamment pensé. Alors aujourd'hui, les heures utilisées dans le cadre du panier, c'est du jardinage, de l'aide à domicile, ce genre de choses. Mais quand on y réfléchit bien et quand on regarde, ce sont des choses qui avaient été mises en place avant même d'avoir recours à l'aidance pure. Donc bon, c'est un mieux, mais c'est pas suffisant. Et puis, alors, quand on voit les services proposés, on était sur une satisfaction de 3,5. Par contre, dès lors qu'on les utilise, la qualité n'est pas au rendez-vous. On est à 2,8. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça signifie que les recours que nous avons à des personnels extérieurs euh, bah, est de plus en plus compliqué. On n'arrive pas à trouver du personnel, donc parfois on y a droit, on essaye, on fait la démarche, mais on n'aura pas de personnel en face. Et sinon, le personnel n'est pas suffisamment formé en fonction des pathologies qu'ils auront à gérer et on se retrouve avec un niveau de qualité qui n'est pas suffisant. Alors après, on est passé sur le service de panier, dans le panier pour voir lesquels étaient les moins utiles a priori pour les ADD aidants et on revoit, c'est l'heure du jardinage, c'est le bilan ergothérapeute, on est vraiment là-dessus parce que ce sont des choses qui sont déjà gérées par, ou en avance ou par d'autres institutions. Et par contre, ce qui serait utile, et là on s'en rend compte, parce que la situation de l'aidant, elle est moins gérée, pour pas dire pas du tout gérée, que c'est la situation de l'aidé. Et l'aidant, il a besoin d'aide. Parce que lorsqu'il est avec son aidé, il n'a pas l'occasion de prendre soin de lui. Il perd du temps pour la gestion de ses propres affaires et c'est pour ça que tout à fait légitime que les ADD aidants aient répondu l'heure d'aide à domicile, la prise en charge d'une aide psychologique et de consultation paramédicale pour l'aidant, car oui, il y a besoin d'aide de cette nature. Enfin, il existe dans le protocole actuel un complément de rémunération possible pour les aidants en lien avec les congés proches aidants, etc. Et en fait, 93% l'ignoraient. C'est euh, c'est vraiment, c'est vraiment très, très regrettable. Voilà. Ensuite, sur les aménagements de temps et d'horaire de travail, dont on voit que c'est quelque chose de très attendu hein, dans ce qui a été énoncé en disant, voilà, c'est quelque chose de compliqué de concilier vie pro, vie perso et le temps, eh bien, euh, les gens ne savent pas que c'était disponible. On a 74% qui ne savaient pas qu'ils pouvaient bénéficier d'un aménagement de temps sur les agents de direction. Et en plus, s'ils n'ont pas eu d'aménagement de temps, ils n'ont même pas eu recours à des autorisations d'absence, même non rémunérées. Bon, on a vraiment un travail à faire en communication, en information, pour que les droits ouverts soient utilisés. Parce qu'en fait, le protocole d'accord actuel, il n'est pas mauvais, mais par contre, il est sous-utilisé de façon notable. Et le point de vue des non-aidants, là, comme il disait, sur
S'ils devaient devenir aidants demain, ils le savent. La problématique sera d'abord un aménagement de temps et le panier de services et l'outil d'autodiagnostic, parce que justement, ils sentent bien qu'ils ne sont pas aidants aujourd'hui et le sauront-ils quand est-ce qu'ils le sont devenus? C'est ça la vraie question. Et puis la retraite progressive, parce qu'on a un certain nombre d'AD qui s'occupent ou qui va s'occuper de ces aïeux et qui seront eux-mêmes dans un âge plus avancé aussi et qui se disent bah, la retraite progressive pourrait avoir un intérêt pour gérer les danses. Et donc, pour les paniers de services existants et à venir, on est sur les mêmes principes pour les non-aidants que pour les aidants. Ils ont bien perçu, même si c'est avec des différences de poids, mais en l'occurrence, ce sont les mêmes thématiques qui ressortent. De même pour les services qui seraient a priori peu utiles. Il y a une même lecture qui est faite, quelle que soit la situation, face à l'aidance. Euh, et donc là, bah, tout ça nous a permis d'évoquer des propositions que nous avions imaginées de notre côté, mais que nous voulions vous soumettre pour voir leur pertinence à regard de vos besoins. Et là, c'est Benoît qui vous les présente. Merci Yann. Effectivement, à partir donc de propositions que nous avons travaillées, nous avons voulu voir si elles répondaient aux besoins des agents de direction, qui soient actuellement proches aidants ou susceptibles de le devenir. Alors ces propositions, on peut les résumer en trois axes principaux. Tout d'abord, donner plus de temps disponible pour les agents de direction pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Deuxièmement, disposer également d'aménagements dans leurs conditions de travail, dans leur temps de travail, pour mieux concilier les impératifs de l'aidance avec leur vie professionnelle. Et puis trois, disposer d'un accompagnement financier pour que le fait d'aider un proche ne se traduise pas par un appauvrissement, une diminution de revenus, voire une certaine forme de précarité. Alors, le premier axe de proposition porte a pour objectif de donner plus de disponibilité, je dirais, adaptée pour pouvoir gérer les charges liées à l'aidance. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur le sujet de l'aidant, il n'y a pas un type d'aidant ou un type d'aide. Il y a plusieurs situations qui sont différentes selon les publics et selon les durées, je dirais presque selon la gravité. C'est pas la même chose d'aider un grand-père, une grand-mère, un parent en voie de vieillissement, voire en fin de vie. C'est pas la même chose d'accompagner un enfant qui est en situation de handicap, hein, depuis la naissance, voilà, jusqu'à j'allais dire son autonomie. Et c'est pas la même chose aussi de devoir gérer la situation d'un conjoint, par exemple, qui serait malade ou accidenté. Donc, à chaque besoin doit correspondre des dispositifs adaptés. Concernant le temps, comment donner du temps? Eh bien, tout d'abord, et c'est notre idée, hein, force, vous le verrez dans nos propositions, on s'appuie déjà sur ce qui existe de façon responsable. Il ne s'agit pas de demander, excusez-moi, la lune. On est soucieux des budgets, on est soucieux des possibilités, et il faut donc être réaliste. On peut utiliser déjà des dispositifs existants. Nous avons les comptes épargne-temps. Le compte épargne-temps peut peut-être être adapté à la situation de l'aidant, avec la création ou une version d'un compte épargne-temps aidant, on pourrait appeler ça le CETA, qui serait fléché et qui permettrait effectivement aux agents de direction de se constituer bah, une épargne de temps qu'ils pourront utiliser pour mieux aider leurs proches. On voit que cette proposition recueille l'assentiment de 8 ADD sur 10. Comment serait-elle alimentée? Elle serait alimentée par des jours de congé hors le congé principal, des jours RTT, la transformation d'éléments de rémunération, que ce soit les primes d'intéressement ou le 13e ou 14e mois. On voit que ces idées reçoivent un grand satisfecit de la part des gens de direction. Ce qu'il faut voir la différence, vous pourrez me dire, on a déjà un CET, mais les comptes épargne-temps actuels sont des comptes qui sont plafonnés. Là, il s'agirait de le déplafonner. Et puis les comptes que nous avons actuellement, on ne peut pas prendre les jours d'entrée. Il faut attendre d'avoir cumulé un certain nombre de jours pour pouvoir l'utiliser. Là, il s'agirait quasiment de façon très souple.
en journée, demi-journée, aider les premiers jours épargnés d'utiliser ce temps. Donc il s'agit vraiment de cette première proposition pour donner plus de disponibilité. La deuxième, ce serait d'octroyer aux agents de direction un droit au repos et qui serait garanti par l'employeur. Parce que utiliser ses RTT ou ses congés pour aider un proche, c'est tout sauf du repos. Et souvent, les gens en direction, à l'issue de ce congé, bah, rentrent dans leur organisme, si je puis dire, fatigués. On a bien vu d'ailleurs hein, que c'était un risque qui était largement développé. Donc là, l'idée serait quoi? Ce serait que, à hauteur de 10% du nombre de jours pris, les agents de direction puissent bénéficier d'une journée de repos, d'une journée de répit. Voilà. 10 jours de congé pris pour aider un proche et un jour octroyé pour récupérer, pour se reposer et revenir, si je puis dire, en pleine forme dans l'organisme. Ensuite, troisième proposition dans ce cadre de disponibilité, c'est de prévoir un congé aidant, en tout cas une autorisation d'absence. Hein. C'est pas pour proprement parler un congé à prendre absolument, mais en tout cas une possibilité d'autorisation d'absence de 3 jours à l'image de ce qui existe pour le congé enfant malade. Cela est notamment très utile pour les démarches administratives qui se font pendant, si je puis dire, les heures de bureau. Là aussi, on voit que c'est une proposition qui est largement acceptée. Deuxième grand axe dans nos propositions, après le temps que l'on donne. Sans forcément donner du temps, on peut déjà tout simplement mieux aménager le temps de travail et les conditions de travail des proches aidants, donc des ADD. Comment? D'abord par la pratique du télétravail. Nous avons un accord télétravail. Les agents de direction peuvent y bénéficier, généralement dans le cadre d'un forfait, équivalent à 1 ou 2 jours par semaine. Euh, En grande majorité, on est sur 40 jours dans l'année hein, lorsque l'on bénéficie de ce genre de forfait. Là, l'idée, ça serait quoi? Ça serait bien sûr avec une prévenance et une organisation de permettre à des ADD de bénéficier d'un télétravail spécifique aidant pour faire face aux contraintes de cette situation. Alors, quelles seraient les pistes? Ce serait la possibilité de télétravailler depuis 2 adresses différentes, dont par exemple une adresse qui serait proche de la personne à aider. On voit que ça recueille 90% des suffrages. Ça serait aussi la possibilité peut-être de télétravailler au-delà simplement d'1 ou 2 journées, peut-être aller jusqu'à même 4, voire 5 jours sur une période bien définie, bien limitée. C'est aussi, bien sûr, de travailler dans d'autres sites de la sécurité sociale, pas forcément de la branche, et qui rapprocherait l'agent de direction de son proche, et puis de permettre des possibilités de télétravailler de façon très exceptionnelle, sur de très courtes durées, pour faire face aux besoins. Ces différentes pistes montrent bien que comme les situations des danses sont fort différentes, eh bien, les mesures que l'on peut prendre, les aménagements que l'on peut proposer peuvent aussi être de nature très divers. Dans le cadre de cet aménagement, hormis le télétravail, on peut, j'ai presque envie de dire, tout simplement prévoir en interne des aménagements d'horaire. Et là aussi, près de 90% des ADD y souscrivent. Alors, à quoi ressembleraient ces aménagements? Ça peut être, par exemple, et alors ça, c'est assez publicité, la semaine de travail sur 4 jours à temps plein. Éviter de devoir prendre un temps partiel, hein, qui est moins rémunérateur, et pouvoir effectivement travailler sur 4 jours pendant un certain laps de temps. C'est aussi avoir, on va dire, des aménagements d'horaires variables. Alors, les agents de direction ne pointent pas, mais c'est vrai que c'est compliqué de s'absenter pendant ce qu'on appellerait les plages fixes. Donc, de pouvoir en tout cas, au besoin, aménager les horaires. Et puis, le temps partiel, qui peut peut-être dans certains cas être aussi une solution d'aménagement pour mieux aider un proche. Il y a une idée force hein, derrière ça quand on parle de disponibilité, quand on parle d'aménagement du temps de travail, parce que d'aucuns pourraient nous dire oui, mais ça fait de l'absence. Sortons de ces œillères, l'absence, elle peut être physique, mais elle peut aussi être quelque part mentale. Si vous ne prévoyez pas des aménagements ou des facilités, bien sûr responsables, limités, encadrés, à quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui est présent dans son organisme, mais qui n'a pas la tête?
pleinement à 100% à son travail parce qu'il est préoccupé par la situation de son proche. Parfois, il vaut mieux donner quelques jours, quelques facilités d'aménagement pour que au moins la situation du proche aidant soit entre guillemets gérée et permettre ainsi à l'agent de direction d'être pleinement disponible dès qu'il revient. Il y a là aussi une certaine philosophie peut-être nouvelle à avoir. Enfin, le troisième axe, c'est l'accompagnement financier. Alors peut-être que pour certains agents de direction, ce ne serait pas nécessaire, mais pour d'autres, peut-être que oui. À quoi ressembleraient ces aménagements financiers qui, on le voit, hein, satisfont facilement les trois quarts des agents de direction? Principal, c'est de garantir les droits à la retraite. Parce que notamment lorsque des agents de direction vont devoir prendre du temps partiel, c'est de garantir ce qui se fait déjà dans le cadre de certains accords RSE, une cotisation par l'employeur sur la base temps plein, pour ne pas effectivement pénaliser. Parce que la baisse de revenus, elle peut être directe, mais elle peut aussi avoir des effets sur le long terme dans le cadre de la retraite. Après, l'accord UCANS prévoit des possibilités d'autorisation d'absence hein, dans la limite de 20 jours, mais c'est du sans solde. Donc, rémunérer peut-être tout ou partie de ces sans-soldes serait en tout cas aussi une possible mesure et qui, en tout cas, plairait à 6 ADD sur 10. Et puis, voilà, rémunérer les sans-soldes de manière dégressive, augmenter la durée annuelle de maintien de rémunération, donc pour les salariés qui bénéficient des allocations journalières, sont aussi des pistes qui ont été évoquées et qui reçoivent un intérêt notable. Enfin, dans le cadre du financement, pour cela, si on veut maintenir les rémunérations, les droits, nous avons voulu interroger les ADD sur la création d'une cotisation prévoyance. Alors, il ne s'agit pas de créer une cotisation supplémentaire. Les agents de direction, comme tous les salariés, bien sûr, souscrivent à des cotisations prévoyance avec la CAPSA comme l'employeur. L'idée serait peut-être de réaffecter une partie de cette cotisation au service de l'aidance pour pouvoir financer ces dispositifs de rémunération, de maintien de rémunération. Donc c'est une piste qui plaît aux deux tiers des agents de direction. Alors je laisse Anne nous présenter maintenant à la fois l'intégralité et puis le coût de ces propositions. Alors, en fait, on vous a présenté, on a soumis à vos votes, euh, à votre avis, lors de l'enquête, une partie des actions que nous avions en tête, des propositions que nous souhaitions faire, mais nous ne pouvions pas tout vous présenter. Sachez en tout cas, lorsque nous avons pensé l'ensemble de nos actions, nous l'avons fait de façon responsable, puisque bah, nous sommes en fonction, nous savons très bien comment fonctionnent les caisses et qu'aujourd'hui, l'argent, et encore moins en ce moment, n'est pas disponible. Donc il s'agissait de trouver des solutions qui aient un coût soit très limité, soit aucun coût parce que déjà pris en charge, parce que déjà préexistant. Mais par contre, ce sont des mesures qui ont une valeur et une valeur importante. Et c'est la raison pour laquelle on les fait. Et donc, je vais vous parler de deux mesures particulières, euh, puisque c'est des points importants. On évoquait, nous, l'idée de créer un fonds national de dons qui reprendrait les excédents de gestion administrative, de masse salariale, puisqu'il en reste toujours un petit peu dans une bonne gestion, euh, puisqu'on ne va jamais au 0 euro, ou enfin très rarement. Et donc, à partir de là, en ayant ce fonds national de dons euh, intercaisse, interbranche, donc quelque chose de finalement assez conséquent quand on y réfléchit, là aussi, c'est un moyen potentiellement de payer et donc de régler de façon solidaire entre caisses les situations des agents de direction et peut-être des agents qui ont besoin d'un complément, comme on l'évoquait, là, suite à des absences qui normalement auraient été non rémunérées. Donc ça, c'est une vraie question et elle est d'autant plus prégnante parce que les agents de direction, on est toujours targués de riches de la Sécu, sauf que quand on a un conjoint qui se retrouve en invalidité ou en cas de longue maladie et grave maladie, ben voilà, pour le couple, enfin en tout cas pour le foyer, ben c'est une perte de revenus non négligeable. Et puis l'autre part, on s'en est rendu compte avec tout ce qui est de l'ordre de l'écologique, etc., où il a été mis, en tout cas pour l'assurance maladie, une part variable sur la sensibilisation des CODIR et ensuite de l'ensemble des personnels aux questions écologiques. Ben, c'est de faire la même chose pour les aidants. Parce que être aidant,
ceux qui ont répondu, peut-être vous qui êtes devant votre écran, euh, si vous êtes là, c'est que vous y intéressez, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a un moment pour que ça se passe bien dans une caisse, que ce soit entendable, il faut que le haut de la pyramide soit sensibilisé à cette question. Et parfois, il faut passer par un système où ça, justement, on sensibilise à la question et on donne un coup de fouet à cette obligation de sensibilisation. Et en l'occurrence, il existe, en plus des modules réalisés par l'Institut 410, euh, immersifs, etc., extrêmement intéressants, qui ont été récompensés et qui donc justifieraient qu'on aille vers ça. Et ceci peut-être là, par contre, dès 2026. Donc là, Benoît va pouvoir vous parler justement d'où on en est dans la négociation et évoquer ce point. Merci Yann. Alors, la négociation du nouvel accord UCANS, qui arrive à expiration en décembre 25 a démarré très précisément le 2 septembre. Nous avons eu à ce stade deux réunions de négociation, le 2 septembre et le 16 septembre, la prochaine étant programmée le 21 octobre. Au cours de ces deux premières sessions, Lucas a fait un bilan de l'accord actuel, des dispositifs, et aux grandes surprises, le bilan que fait Lucas rejoint totalement les résultats de notre enquête, notamment sur le faible niveau de connaissance, d'information, voire d'utilisation des dispositifs. Donc ça, c'était le premier élément de cette négociation. Elle a permis également de se rendre compte que, compte tenu des cotisations, en tout cas du budget, qui reprend 3% des cotisations de prévoyance de la CAPSA disponibles, il y avait des fonds, il y avait les moyens de pouvoir mener un certain nombre d'actions dès lors qu'elles sont limitées sur une année, pour pouvoir mieux faire connaître le dispositif aidant actuel. Alors, les organisations syndicales, notamment bien sûr la CFTC, SNADEOS, ont signé un accord, de façon majoritaire, un accord de prolongation de l'actuel accord, qui donc court jusqu'au 31 décembre 2026. Ça nous laisse donc l'année 2026 à la fois pour négocier, et pour mener, sur la base des réserves de la CAPSA, initialement, des actions de sensibilisation, d'information majeures, efficaces, réelles. Et là-dessus, nous proposerons à Lucans, parce que nous avons déjà un dispositif existant. Nous avons l'Institut 4.10, qui est la structure de formation de l'institution, qui s'est fortement impliquée notamment avec l'OCIRP, sur la question des aidants, et qui a un produit, qui a, si je puis dire, des produits de formation, en présentiel comme en distanciel, adaptés pour les équipes de direction, adaptés pour les managers, et adaptés également pour les salariés. Ça peut être donc de la formation, de l'information et de la sensibilisation. Donc autant, si je puis dire, faire avec la famille, avec la maison, pour pouvoir, parce qu'on voit les résultats de l'enquête en témoignent auprès des ADD, mais le bilan de Lucas aussi, il y a un défaut d'information qui nuit à la bonne utilisation d'un dispositif qui pourtant a beaucoup de mérite. Alors, on va rentrer à partir d'octobre et puis novembre sur la négociation du nouvel accord. Nous allons porter les propositions qu'on vous a présentées, en insistant bien sur leur caractère responsable, réaliste. Ce sont des propositions qui, vous l'avez vu par rapport aux audiences, correspondent aux besoins exprimés par les agents de direction. Nous avons pu comprendre aussi que ça répond aussi aux besoins d'autres catégories de salariés. Ce sont des dispositions qui sont souvent des dispositions d'aménagement de temps et qui ne représentent pas des coûts exorbitants. Donc l'argument budgétaire peut difficilement nous être imposé. Et donc à travers ces négociations, ça va être aussi l'occasion de faire vivre le dialogue social à Lucans, qui parfois pêche sur un certain nombre de sujets, et de montrer, en tout cas aux ADD et à tous les personnels de la sécurité sociale, qu'on peut, entre partenaires sociaux, dans le cadre d'un dialogue social constructif, eh bien, proposer une amélioration si je puis dire, de la vie quotidienne par des dispositions qui faciliteront la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. C'est en tout cas notre objectif. La fin des négociations est estimée à
à la fin du premier trimestre 2026. Il y aura ensuite une consultation qui sera menée pour avoir des opérateurs, puisque les services, les paniers qui vous ont été présentés sont gérés par des opérateurs, des entreprises. Donc il y aura une phase de consultation. Et donc normalement, bah, le nouveau dispositif entrera en vigueur à partir de janvier 2027. Je laisse la Et parole donc, à Anne qui va vous présenter les nouveautés du SNADEOS. tout à fait, parce que si nous portons énormément d'ambition pour ce protocole d'accord à venir sur les aidants, nous avons aussi nous-mêmes beaucoup d'ambition et les résultats bah, nous obligent, hein, et donc, on est en train de refondre notre site internet pour qu'il soit plus attractif et plus ergonomique. Et il devrait être mis à votre disposition dès la mi-novembre. Nous vous enverrons et nous vous informerons évidemment de sa mise en route. Et nous prévoyons également une newsletter qui commencerait sans aucun doute début 2026. Et le but est toujours de mieux vous informer et d'être à vos côtés et à votre écoute également. Donc, vous aurez de prochaines informations sur ces outils de communication qui seront développés et mis à votre disposition. Merci Yann. Alors le SNADEOS CFTC, c'est un syndicat qui se veut proche des agents de direction, bien sûr de ses adhérents, mais aussi de tous les gens de direction qui peuvent être sympathisants, puis qui pourraient peut-être aussi nous rejoindre. Donc pour ça, on vous met à disposition des canaux de contact et de communication, hein. Nous avons notre page LinkedIn que peut-être vous consultez déjà. Nous avons donc le site internet qu'évoquait Anne, et puis nous avons donc une adresse email que vous pouvez utiliser pour poser des questions, faire des propositions, et nous entendons sur cette question des aidants, comme nous le faisons pour d'autres accords d'ailleurs, vous informer régulièrement après chaque séance de négociation. On est avide de recueillir vos remarques, vos propositions, vos réactions que nous pourrons porter, hein. On est là vraiment pour porter vos besoins et propositions. Ce sont vos propositions, hein, qui doivent améliorer votre situation sur ce sujet. En tout cas, on vous tiendra bien sûr informé, hein. Cette restitution, ce n'est qu'une étape. Pour nous, ce sujet des proches aidants est un sujet majeur parce qu'il renvoie à nos valeurs, hein. Là, on est sur de l'humain, on aide des proches, on est vraiment au cœur peut-être de notre ADN, hein, de syndicats humanistes. Parfois, on se demande à quoi peuvent servir les organisations syndicales. Bah, là, on a peut-être un exemple en tout cas. Et puis de montrer avec Lucans, avec tous les employeurs, qu'on peut travailler sereinement, de façon constructive, avec un dialogue social adapté pour améliorer, dans le cadre de ce dispositif, un, un accord qui, quand on le compare avec ce qui existe dans d'autres branches professionnelles, est assez satisfaisant, a le mérite d'exister. C'était, on va dire, une première fois. Il y a quelques insuffisances, il y a aussi des réussites. Donc il faut conforter ce qui marche, améliorer ce qui marche moins bien, on va dire le peaufiner pour que cet accord, ce dispositif soit déjà utilisé, réponde aux besoins et apporte sa contribution à la nécessaire conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et à l'heure où on célèbre le 80e anniversaire de la sécurité sociale, conclure un accord qui aboutirait à cet objectif, bah, ce serait une concrétisation réelle de cette ambition, de ce que nous sommes et de ce que est notre institution. En tout cas, merci de votre attention. Vous voyez nos canaux de contact, n'hésitez pas à les utiliser, on est à votre disposition et on vous tiendra bien sûr informé de la suite. Anne Au et revoir à moi, nous tous, vous remercions et nous vous disons à bientôt. à bientôt.